Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un outil clé du CSE, l'avis. On en voit souvent, des avis qui semblent un peu copier-coller ou rédigés vite fait. Oui, bonjour. C'est vrai, on entend souvent ça. Des avis qui paraissent un peu creux. Exactement. Alors, la question c'est, simple paperasse obligatoire ou vrai levier d'action? C'est toute la question, en effet. Parce que oui, c'est une étape formelle, obligatoire dans les boîtes de plus de 50 salariés, pour les grandes consultations annuelles, stratégie, éco, social, et puis les consultations ponctuelles. Sur les restructurations, ce genre de choses. Voilà. Mais son potentiel, franchement, il va bien au-delà. Un avis bien ficelé, c'est une trace pour plus tard, juridiquement ça compte, c'est une base pour discuter, pour communiquer avec les salariés, et ça assoit la crédibilité. Donc le négliger, c'est un peu rater une marche? C'est complètement rater une occasion d'utiliser une prérogative importante. Oui, c'est dommage. D'accord. Mais alors, au-delà de la simple conformité, comment cet avis peut vraiment peser? Si la direction, bon, elle a déjà son idée derrière la tête. Son poids, il vient de sa motivation. L'avis, ça met noir sur blanc la position réfléchie, argumentée des élus. Ça vient après l'analyse des infos que l'employeur a données. Souvent via la BDSE, j'imagine. Exactement, la base de données économiques, sociales et environnementales, qui centralise beaucoup d'infos clés. Ce n'est pas juste on a reçu l'info, c'est voilà ce qu'on en pense. Mhm. Et le truc crucial, c'est que si l'avis est négatif, et surtout s'il contient des propositions, des alternatives, ce qu'on appelle des vœux, Ah oui, les vœux. et de motiver sa réponse, c'est là que ça ouvre une porte pour discuter, négocier, influencer un peu le cours des choses. D'accord. Donc la force, c'est plus dans le comment on dit non ou comment on propose autre chose que juste dans le fait de dire non. C'est ça, l'argumentation fait toute la différence. Et pour le rendre cet avis, il y a des délais stricts, j'imagine. Le fameux quand. Oui, alors là, le chrono tourne. Le délai de base fixé par le Code du travail, c'est 1 mois. 1 mois à partir du moment où l'employeur a mis à dispo toutes les infos nécessaires. Attention à ce point de départ, donc. Tout à fait. Et si on dépasse ce délai, attention, Qu'est-ce qui se passe? le CSE est considéré comme ayant rendu un avis négatif. Ce qui en gros veut dire qu'il n'a pas donné de position argumentée. C'est comme s'il n'avait rien dit de constructif. Un mois, ça peut filer vite quand même pour tout analyser, pour tout analyser. C'est court, oui. Mais il y a des solutions. Si le CSE décide de faire appel à un expert, et c'est un droit sur pas mal de sujets, hop, le délai passe à 2 mois. Ah, ça donne de l'air. Oui. Et ça peut même monter à 3 mois s'il y a plusieurs expertises en jeu. Par exemple, une au niveau central et une autre dans un établissement. D'accord. Et surtout, il faut savoir que ces délais, ils peuvent se négocier, par accord d'entreprise ou même un accord juste entre le CSE et l'employeur. C'est souvent la meilleure solution pour se donner le temps qu'il faut. Bon, passons à la rédaction. C'est quoi le secret d'un avis qui marque, qui a de l'impact? Alors, le secret, c'est que ce n'est pas juste le secrétaire dans son coin. C'est un travail d'équipe, structuré. Fini le petit tour de table rapide. Exactement. Il faut un avis écrit, qui explique pourquoi on pense ça, donc motivé, et surtout adopté par un vote officiel des élus titulaires, pas juste les suppléants ou un avis en l'air. Et la préparation en amont est essentielle, j'imagine. Fondamental. Éplucher les docs, parler avec les salariés pour avoir leurs ressentis, leurs questions, parfois chercher des infos ailleurs, juridiques, syndicales, et ne pas hésiter à contacter le médecin du travail, l'inspecteur ou l'expert si on en a un. Et dans la ville lui-même, il y a une structure type qui marche bien. On peut voir ça en 4 étapes, un peu comme des briques. D'abord, on rappelle le sujet. Pourquoi on est consulté, c'est quoi le contexte? Simple, clair. Ok. Ensuite, on dit un mot sur les infos reçues. Est-ce qu'elles étaient complètes? Est-ce que la direction a répondu aux questions? C'est important pour la suite. La qualité de l'information en somme. Voilà, puis le cœur du réacteur, la position du CSE. Favorable, défavorable, avec des réserves, et là on argumente. Avec des faits, des chiffres, s'il y a eu une expertise, on peut s'appuyer sur ses conclusions. Des arguments factuels, c'est crucial. Où on les trouve, ces faits? Dans la BDESE, bien sûr, les rapports d'expertise, s'il y en a, les retours des salariés, c'est très concret ça, les indicateurs de l'entreprise, absentéisme, budget, chiffre d'affaires. Comparé avec d'autres boîtes du secteur, peut-être? Très bonne idée aussi. Tout ce qui permet de sortir du simple «on pense que» pour aller vers «on constate que». Et enfin, 4e brique, les fameux vœux. Si on a des demandes précises, des propositions alternatives, c'est là qu'on les formule clairement. Donc, un avis bien charpenté, clair, précis. Même s'il dit non, il est crédible. C'est tout l'enjeu. Et après, il est intégré ou mis en annexe du PV de la réunion. Ça laisse une trace écrite officielle. Et à l'inverse, c'est quoi les erreurs à ne surtout pas faire?
celle qui tue la vie dans l'œuf. Aïe, aïe, il y en a quelques-unes, oui. La pire, c'est de laisser une seule personne écrire l'avis, que ce soit le secrétaire tout seul ou, pire encore, quelqu'un de la direction. Ça arrive. Sans débat collectif, sans vote des titulaires, ça n'a aucune valeur. Le vote est vraiment indispensable. Indispensable. Autre piège, le copier-coller. Reprendre un vieil avis ou un modèle trouvé sur Internet sans l'adapter à la situation précise. Chaque consultation est unique. Et rédiger l'avis après la réunion, sans qu'il y ait eu un vrai débat avant? Aussi, oui. L'avis doit refléter les discussions, les désaccords éventuels, le cheminement collectif. Pas juste une formalité administrative remplie a posteriori. Ah d'accord. Et l'avis non motivé, le simple pour ou contre sans argument derrière, ça limite beaucoup son impact. La direction n'est pas obligée de répondre sur le fond, dans ce cas. Non, pas vraiment. Et enfin, une erreur courante, c'est d'hésiter à prendre un expert quand le sujet est technique, financier ou socialement complexe, quand ça dépasse un peu les compétences ou le temps qu'on a en interne. Et si on ne rend pas d'avis? Point crucial, si aucun avis n'est rendu dans le délai, il est automatiquement considéré comme négatif. Ah d'accord. Donc, ne rien faire, ce n'est pas neutre du tout. Pas du tout. C'est même une position défavorable par défaut. On comprend bien que ça demande de la méthode, du temps, parfois des compétences qu'on n'a pas forcément en interne. C'est là qu'un coup de main extérieur peut être utile. Tout à fait. Analyser des données complexes, formuler des arguments juridiques ou économiques solides, ça demande parfois une expertise. Alors justement, quand est-ce qu'on doit vraiment penser à faire appel à un expert littéraire? C'est souvent crucial pour les 3 grandes consultations annuelles, vu la complexité. Écofi, stratégie, sociale. C'est ça. Mais aussi pour des projets importants. Une grosse réorganisation, un déménagement, une nouvelle technologie qui change tout. Ou s'il y a un risque grave. Exactement. Santé, sécurité ou une grosse dégradation du climat social. L'expert, il va analyser les données financières, sociales, RH. Il ne fait pas que lire les documents. Non, non, il mène des entretiens sur le terrain, il évalue les impacts concrets, il aide à construire un argumentaire solide, chiffré, parfois même juridique. C'est vraiment un soutien technique et stratégique. Et comment ça se passe, concrètement? Qui choisit? Qui paie? Alors, c'est le CSE qui choisit librement son expert parmi ceux qui sont agréés. D'accord. Des organismes comme Axiom Expertise, justement, sont là pour ça. Ils font quoi concrètement? Ils accompagnent les CSE, d'abord avec les formations obligatoires, celles sur la santé-sécurité, l'économie, qui sont financées par l'entreprise, mais ils réalisent aussi des expertises spécifiques, par exemple sur un projet important, un risque grave, ou sur la stratégie de l'entreprise. Et ça aide énormément à construire un avis qui tient la route, un avis solide et argumenté. Donc c'est une ressource pour muscler l'analyse et la rédaction. Exactement, pour passer d'un avis un peu formel à un vrai outil d'influence. Et ces expertises financées à 100% par l'employeur, elles ne sont pas anodines, loin de là. Elles correspondent souvent à des moments clés, des consultations obligatoires importantes ou des situations, disons, à fort enjeu. L'idée derrière, c'est vraiment de s'assurer que le CSE a les moyens matériels, financiers, pour donner un avis pertinent, un avis éclairé. D'accord. Alors, c'est quoi ces cas emblématiques, hein? On commence par le nerf de la guerre, l'économie. Oui, tout à fait. Premier cas majeur à la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise. Là, c'est clair, les sources le disent, l'employeur finance l'expert comptable. L'objectif, c'est pas juste de lire des chiffres, c'est de donner aux élus les outils pour comprendre la stratégie, la performance réelle. Et les perspectives, pour pouvoir discuter sérieusement, quoi. Exactement. C'est une question d'équilibre de l'information, en fait. Logique. Avoir les bons chiffres, ça aide. Mais quid de l'impact sur les gens, sur les salariés? Justement, c'est l'objet d'une autre grosse consultation annuelle, elle aussi financée à 100% par l'employeur. C'est celle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Là encore, un expert comptable intervient pour aider le CSE à décrypter toutes les données. L'emploi, les salaires, la formation, l'organisation du travail. Ça permet d'objectiver un peu les discussions sur l'impact humain des décisions de la direction. D'accord. Donc on a l'éco, le social. Et si ça devient plus tendu, s'il y a des risques pour la santé ou la sécurité? Ah, là on touche un point fondamental. En cas de risque grave, que ce risque soit constaté ou même juste suspecté par le CSE. Ça peut être un risque physique, l'amiante par exemple, ou un risque psychosocial. Hmm. Une dégradation de l'ambiance, une réorganisation difficile. Oui. Eh bien le CSE peut demander une expertise. Et là, attention, c'est un expert habilité qui intervient. Habilité?
C'est-à-dire? C'est un expert qui est spécifiquement agréé pour les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Sa compétence est différente de celle de l'expert comptable et cette expertise est intégralement financée par l'employeur. La santé et la sécurité, c'est non négociable. C'est clair. Et dans les moments difficiles, comme une restructuration avec des licenciements, un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE. Exactement. Le PSE, c'est un autre cas où le financement employeur à 100% est la règle. L'expert comptable intervient, parfois il est aidé par un expert habilité si les conditions de travail sont particulièrement impactées. Son rôle est crucial. Analyser le projet de l'employeur, évaluer sa justification économique, son impact social. Et surtout, aider le CSE à proposer des alternatives, à essayer de limiter la casse sur l'emploi. D'accord. L'indépendance financière de l'expert est essentielle dans ce contexte très sensible. Donc, si on résume, ce financement intégral par l'employeur, ça concerne la santé financière dans l'entreprise, Oui, l'impact social de ses décisions, la sécurité des salariés et l'équité quand ça restructure fort, c'est ça? c'est tout à fait ça. On voit bien les priorités du législateur. Et on pourrait même ajouter d'autres exemples, hein. L'examen du rapport sur la participation aux bénéfices ou l'aide à la recherche d'un repreneur pour sauver une activité. Le point commun, c'est toujours le besoin d'une analyse pointue, objective sur des sujets complexes et déterminants pour le dialogue social. C'est important de le souligner. Oui, c'est crucial. Parce que ce n'est pas le cas pour toutes les expertises. Pour d'autres sujets importants, comme l'analyse des orientations stratégiques, ou en cas de droit d'alerte économique, ou même pour des projets importants qui touchent aux conditions de travail ou l'introduction de nouvelles technologies, là, le financement est souvent partagé. Partagé comment que... Généralement, c'est 80% pour l'employeur et 20% à la charge du CSE, sur son budget de fonctionnement. Donc cette prise en charge totale pour la consultation économique et financière, ça montre bien l'importance que le législateur accorde à cette analyse annuelle. D'accord, c'est très net. Donc, au final, si on essaie de résumer, quel est le but de toute cette démarche pour le CSE? Le but ultime, c'est de transformer ce qui pourrait être vu comme une simple obligation légale en une véritable opportunité. Une opportunité de dialogue social constructif. Donc, pas juste subir l'information. Non, pas du tout. Grâce aux données de la BDSE et avec l'aide potentielle de l'expert, le CSE peut se forger sa propre opinion, une opinion argumentée, basée sur des chiffres. Et ça le rend beaucoup plus légitime, plus solide comme interlocuteur face à la direction. Pour pouvoir questionner, proposer des alternatives. Exactement. Et pour défendre concrètement les intérêts des salariés. L'avis que le CSE rend à la fin de la consultation doit être motivé, argumenté, et l'employeur, de son côté, est obligé d'y répondre aussi de manière motivée. Ça crée un vrai échange. Et pour finir, une petite réflexion à emporter. Au-delà de ce qu'on écrit à la fin dans l'avis, est-ce que le processus lui-même, le fait de débattre entre élus, de chercher l'info ensemble, de devoir formuler clairement les désaccords, les points de vue, est-ce que tout ça, ce n'est pas déjà en soi un moyen de renforcer le CSE, sa cohésion, sa capacité à agir au quotidien? Qu'en pensez-vous? C'est la fin de notre discussion pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.